projet à l'époque mené par le ministère de la Défense. Et j'avoue que le voir là, ça m'émeut parce que il a vu ce que voient les astronautes de l'espace, le ciel noir en plein jour, la beauté de la Terre, la rotondité de la Terre qui, lorsqu'on la voit ronde, on voit qu'elle est finie. On réalise la finitude de notre monde et donc de ses ressources quand on le voit de très très haut. C'est ce qu'il a vécu. Et en quelques minutes seulement, il se retrouve sur Terre à embrasser ses amis. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, on rentre de l'espace assez rapidement aussi, puisqu'on freine la navette spatiale, par exemple, au milieu du Pacifique pour se poser 1 heure plus tard en Floride. Mais là, le faire tout seul, en ouvrant soi-même son parachute, comme l'avait fait Yuri Gagarin. À l'époque, les capsules on ne se posait pas en restant dans la capsule. Yuri Gagarin s'est éjecté avant d'arriver au sol. Et c'est la première fois depuis très très longtemps qu'on a une personne qui revient de presque l'espace, on peut dire. Il n'était pas vraiment dans l'espace, mais presque. Il revient à pied de ses propres moyens sous un parachute. Jean-François Clairvoy, ému, donc on vous laisse savourer ces images, vous Jean-François, mais également les téléspectateurs de BFM TV. Et nous sommes en ligne avec un autre astronaute, Patrick Baudry. Vous étiez la doublure notamment de Jean-Loup Chrétien dans ses vols pour la station Mir. Merci d'être en direct avec nous sur BFM TV. Quelle est votre réaction, Patrick Baudry, quand vous voyez, vous également, ces images de Félix Baumgartner, félicité par ses amis, alors qu'il y a 10 minutes encore, il était à 39 km sans rien, il était simplement un saut dans le vide sans appareillage. Oui, tout d'abord, merci également BFM TV pour nous avoir offert ces images. C'était quelque chose de superbe. Comme Jean-François Clairvoy en 88, j'avais avec quelques amis monté ce projet qu'on appelait S38 à l'époque, pour effectuer ce saut. Moi, je pensais que la France était tout à fait capable, au travers de la PGA, où il y a des gens magnifiques, parce que c'est avant tout un travail d'équipe. Bertrand Picard l'a souligné, tout le monde l'a souligné. Et donc, à la DGA, on a des équipes fantastiques, et on pensait que ce serait une occasion de donner à la France un record qui nous fait rêver. C'est-à-dire, les images étaient d'une beauté inouïe. C'est, Jean-François a eu raison de le souligner, un petit peu ce que l'on voit depuis l'espace quand on regarde la Terre. Et c'est un très très bel exploit. Vous savez, tout ce qui confine nos rêves est quelque chose d'extrêmement important. Et Félix Baumgartner a su motiver beaucoup de gens, les sponsors d'abord, évidemment, et toute l'équipe technique, scientifique, les ingénieurs qui ont préparé ce vol, cet exploit. Et ça a été quelque chose de superbe. Vraiment, moi je trouve que, hormis le fait qu'il est dommage que la France n'ait pas remporté ce record, mais maintenant, enfin en 88, il y a quelques temps, mais au-delà de ça, aujourd'hui, c'est vraiment une grande joie de voir que ce saut a enfin été réalisé, parce que longtemps, j'espérais faire ce saut et je me demandais évidemment si passer le mur du son à l'intérieur d'un scaphandre était quelque chose de faisable, de possible, sans séquelles physiques importantes. Je pensais que non, bien sûr, autrement j'aurais pas été candidat. Félix Baumgartner, qui est lui un parachutiste sportif, vraiment un des meilleurs aujourd'hui, un grand professionnel et sportif, l'a réalisé. Et c'est quelque chose qui me remplit d'une grande joie. Je pense que toute son équipe doit être très très heureuse ce soir. Et encore une fois, merci à BFM TV d'avoir été la chaîne qui nous a montré ces images. Et merci à vous, Patrick Baudry, d'être en direct avec nous. Vous qui aviez, on le rappelle, au cours de votre carrière, était arrivé dans une station américaine, une station spatiale, avec une baguette de pain sous le bras, un béret sur votre combinaison. Vous êtes attaché à cette notion de nation, finalement, de course, de record. C'est-à-dire qu'il faut que ce record, qui est un exploit, qui est quelque chose d'absolument rare, peut se renouveler à l'avenir avec d'autres nationalités? Bien sûr, il y a d'autres barrières à franchir, et ce que je considère, c'est que bien sûr, nous sommes tous des êtres humains, et lorsqu'on ira sur Mars, j'espère bientôt, et j'espère que ce sera une équipe réellement internationale le plus possible, mais au-delà de cela, je pense que nous faisons partie d'un pays, d'une nation, et je le répète, en 88, on pensait que la France pouvait avoir ce record qui appartenait jusqu'à Joe Kittinger, qui est un grand monsieur également. C'était tout à fait possible. Il est dommage qu'à l'époque, le ministre de la Défense
Chevènement, et surtout son directeur de cabinet, M. Louis Gallois, et renoncer devant l'obstacle, c'était quelque chose de faisable. Vous savez, les exploits font rêver. Lorsqu'on franchit une barrière, on en découvre une autre un peu plus loin, et c'est toute la noblesse de l'être humain que de justement vouloir toujours franchir une barrière supplémentaire. Et on est un être humain, on ira sur Mars en tant qu'être humain, mais également j'espère qu'il y aura bien sûr des Français, des collègues qui font partie de l'équipage et des équipes. C'est-à-dire qu'il y a le rêve. Dernière question, on voit un magnifique spectacle. Vous les revoyez, ces images sur BFM TV, si vous nous rejoignez. On a donc suivi il y a quelques minutes le record du monde réussi par Félix Baumgartner. Il est devenu le premier homme à franchir le mur du son en chute libre. Je le disais, au-delà du rêve, est-ce qu'il y a des intérêts, des implications scientifiques? À quoi a pu servir ce saut? Oui, bien sûr, il y a des implications scientifiques, techniques, et au-delà, bien sûr, plus tard, commerciales et industrielles. Vous savez, on fonctionne en poursuivant nos rêves, c'est-à-dire en voulant toujours aller plus loin. Pas tous les êtres humains, mais il suffit de quelques-uns qui ont ces aspirations. Et on n'en manque pas. Et derrière, bien, les conséquences sont ce qu'on appelle le progrès, tout bêtement. Et surtout, nos aspirations peuvent s'élever et on peut regarder beaucoup plus loin. Jean-François l'a souligné, il y a cette beauté de la Terre que l'on voit de l'espace. Là, bien sûr, l'altitude était plus faible, mais néanmoins, c'était absolument superbe. Et il faut toujours habiller nos objectifs scientifiques, techniques, d'un costume de rêve, de manière à les réaliser et aller plus loin. J'en suis convaincu, et l'exploit de Félix Baumgartner m'en convainc encore davantage. Exploit sportif, défi humain, le rêve en période de crise, c'est important. Merci à vous, Monsieur Baudry, d'avoir été en direct avec nous, ancien astronaute. Je me retourne vers vous, à nouveau Jean-François Clairvoy. On parlait de ces implications scientifiques, ces enjeux, les enjeux commerciaux qu'il peut y avoir derrière, après la réussite pour un tel record. Vous savez, il y aura dans le futur, plus ou moins lointain, des vaisseaux, probablement des avions, qui transporteront des passagers beaucoup plus haut. Sans atteindre pour autant une vitesse de satellisation, et pour lesquels l'évacuation en vol devra être envisagée, au moins pour les équipages d'essai qui mettront au point ces avions du futur transatmosphérique ou les vols suborbitaux. Donc, dans la mesure, aujourd'hui, moi j'ai une réponse là maintenant que je n'avais pas ce matin. Nous savons aujourd'hui qu'un homme en scaphandre de protection contre le vide est capable de supporter une chute libre dans les très hautes couches de l'atmosphère à des vitesses supersoniques sans en subir de conséquences empêchant une arrivée saine et sauve au sol. Donc c'est une très bonne nouvelle en fait. Donc nous pourrons explorer la stratosphère après ce très bon résultat d'aujourd'hui. Parce qu'effectivement, tout le monde se félicite au Nouveau-Mexique, là où a atterri Félix Baumgartner, de la réussite de ce record. On a l'impression que tout s'est passé tout à fait normalement. Ça n'est pas qu'une impression, c'est la réalité. Mais il y avait des risques et des dangers, Jean-François Clairvoy. Oui, on l'a vu d'ailleurs, l'inconnu vraiment. On sait ce qu'est un ballon stratosphérique, on sait ce qu'est le parachutisme, on sait ce qu'est une sortie dans l'espace, on sait ce qu'est la pesanteur. Par contre, on ne savait pas ce qu'étaient ces rotations que l'on ne peut pas contrôler lorsqu'on est dans les vitesses proches de la vitesse du son dans la très haute atmosphère. On l'a vu tourner relativement vite. Il n'a pas cherché forcément à contrôler parce que l'homme ne sait pas spontanément quel geste il faut faire pour essayer de rester stable. Et manifestement, les vitesses de rotation atteintes étaient tout à fait supportables et très rapidement maîtrisées dès que Félix est rentré dans les couches un peu plus denses de l'atmosphère. Vous êtes astronaute à l'Agence spatiale européenne, on le rappelle, ingénieur. Si vous aviez cet homme Félix Baumgartner, juste en face de vous, que l'on voit, qui a réalisé tout à l'heure cet exploit, quelles seraient les questions que vous auriez envie de lui poser? Sans être trop technique. Ce qu'il a pensé en regardant la Terre depuis l'altitude où il était, parce que ça n'est jamais arrivé jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on l'a vu soit de l'altitude d'un avion à 20 km, le Concorde, c'est déjà pas mal, ou de 300-400 km, les vaisseaux spatiaux. Mais aucun homme à ce jour s'est trouvé à 40 km. Bon, alors Joe Kittinger, mais il n'avait pas eu trop le temps de réfléchir lors de son saut, il était dans l'urgence pour sortir de sa capsule à cause de problèmes techniques.
Et puis je lui demanderai aussi de quoi il est le plus fier dans tout ce qu'il a réalisé. Est-ce que c'était quand il a réuni l'équipe, quand il s'est retrouvé dans la capsule et que le ballon a commencé à monter, quand il a franchi le pas tout seul, et aussi qu'est-ce qu'il souhaite transmettre à ses collègues, à sa famille, à ses amis, aux futures générations, après cet exploit qui est vraiment un exploit humain avant tout, parce qu'encore une fois, il est tout seul à prendre sur lui la décision de franchir le pas, de ce petit pas de porte, mais qui donne accès à un saut, à un bond énorme. Et un exploit humain, on le rappelle, un vrai défi. Juste une dernière question par rapport à cet exploit réalisé par cet homme, ce parachutiste autrichien, on le rappelle, Felix Baumgartner. Que peut-il faire de mieux désormais? Il y aura simplement d'autres pays, d'autres nations, on l'évoquait avec M. Baudry tout à l'heure, qui voudront se lancer à l'assaut de ce record, ou lui peut faire quelque chose d'encore mieux, d'encore plus fort? Je pense que s'il a la chance, d'une façon ou d'une autre, d'obtenir un ticket pour un vol suborbital, il pourra vivre encore de plus près ce qu'est d'être astronaute et de voyager dans l'espace, puisque le vol suborbital vous donne les 4 expériences fantastiques du vol spatial, mais en miniature. C'est un gros coup de pied aux fesses au décollage, puisqu'il y a un moteur fusée. C'est ce qu'il a vu là, c'est-à-dire le ciel noir en plein jour, une très belle vue de la Terre, et puis une période d'apesanteur de plusieurs minutes. Donc il faut atteindre 100 km, il faut monter à peu près 2 fois plus haut. Mais c'est ce que feront des avions dans très peu de temps. Et ce sera évidemment en direct sur BFM TV. Merci Jean-François Clairvoy, astronaute à l'Agence spatiale européenne, de nous avoir accompagnés pour commenter ce saut, cet exploit, tentative réussie de record du monde. Felix Baumgartner, premier homme à atteindre le mur du son, donc en chute libre. Vous restez sur BFM TV, vous continuez à analyser ce saut, ce record du monde réalisé avec Marc Hauteman. Oui, Maxime Conny, évidemment, en suite de cette édition spéciale